Je ne vais pas trop en parler maintenant. La deuxième et dernière section de ce que je vais discuter, c'est où est-ce qu'on en est avec la thérapie génique, avec les thérapies euh, innovatrices qui peuvent quand même aider les gens. D'abord, je vais vous parler de gènes qui sont assez petits. Et pourquoi exactement? Parce que des thérapies géniques pour les gènes de petite taille se fait avec un succès, avec du succès qui est illustré par le Luxturna, la seule thérapie génique à être sur le marché encore. C'est-à-dire, en 2019, l'Agence médicale européenne avait décidé, oui, vous pouvez traiter en Europe. Puis il y avait la discussion, bien évidemment, avec l'INAMI. On a eu la pandémie de Covid en 2020, bien évidemment, donc on a perdu du temps. Et en 2021, on a pu traiter les premiers patients chez nous pour toute la Belgique. Et entre-temps, on a traité 20 patients pour 19 d'entre eux dans les deux yeux, pour une personne juste dans un œil. Et on va traiter donc la 21e et 22e personne d'ici 2 semaines. C'est la seule thérapie à être sur le marché, le Luxturna. Et c'est dommage parce que, bien évidemment, il y a beaucoup de recherches qui se fait. C'est un gène, le RPE65, dont je viens de parler, qui se met dans un virus. Et le virus contient un petit peu d'ADN de ce gène. L'ADN va se traduire ou transcrire en ARN, et puis l'ARN est traduite en protéines. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on a traité la pathologie autosomique récessive due à deux mutations, c'est-à-dire une faute dans la copie de papa, une faute dans la copie de maman. On a traité avec succès donc des patients. Je viens de remontrer un diapo que j'avais montré. Et donc, le développement de ce qui s'appelle maintenant le Luxturna, qui est, qui est 150 milliards de virus. Chaque virus contient une copie du gène RP65. On injecte ça en 300 microlitres, ce qui est une grande goutte dans l'œil, dans la rétine, en fait, avec une opération où le gel est enlevé et le produit est injecté en dessous de la rétine. Ça fonctionne. Les personnes sont en fait assez heureuses avec les résultats. Donc ici, je montre l'aiguille qui va pendant une opération en dessous de la rétine et qui donne une bulle de la rétine qui s'aplate à nouveau en à peu près 8 heures. Euh, cette bulle aplatie est la zone où le virus va vraiment fonctionner, c'est-à-dire apporter comme une petite camionnette de bipost, hein, une nouvelle copie du gène. Cette nouvelle copie du gène produit de la protéine, la vitamine A est recyclée et la personne commence à mieux voir, hein. Euh, c'est une chose qui fonctionne. Ici, bien évidemment, on a en Belgique, surtout le centre à Gand. Donc, on a traité 39 yeux de 20 patients. Et donc, les deux patients suivants vont suivre. Qu'est-ce qu'on a appris avec nos 20 patients, avec tous les patients déjà traités avec cette thérapie génique maintenant sur le marché? Est-ce que ça fait du bien? À long terme, est-ce qu'il y a des complications? Ce sont des questions à poser certainement si on veut être des personnes qui font du bien pour nos patients. Et donc, on voit de l'atrophie choriorétinienne, c'est-à-dire au point de l'injection, on voit que quand même on détruit un petit peu la rétine. Ce n'est pas quelque chose qui m'étonne trop, c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que de façon mécanique, on injecte quelque chose dans la rétine qui cause bien évidemment une perte de qualité. C'est pour cela qu'on met l'aiguille dans la rétine off-center, hein, c'est-à-dire juste à côté du centre. Bien évidemment, ce n'est pas dans la partie de l'acuité visuelle qu'on va injecter, c'est
à côté de cela, dans une zone de la rétine qui n'est pas tellement importante. On voit également que l'inflammation de l'œil s'établit de temps en temps après que le produit soit injecté. Et on se pose également des questions, ça dure combien de temps jusqu'au moment où la patiente voit que quand même l'effet n'est plus comme avant? Ça dure combien d'années alors euh, avec ce produit avant que ça s'arrête de fonctionner? Alors là, en fait, l'atrophie choréo-rétinienne a été décrite pour la première fois par un confrère à moi qui travaille à Los Angeles. Et il a décrit de l'atrophie. Et l'atrophie se fait dans le point d'injection. À nouveau, ça ne m'étonne pas. L'atrophie se fait également autour de la zone traitée. Pour moi, c'est l'évolution de la pathologie qui avance dans des zones non traitées, bien évidemment. Et puis finalement, ce qui est perturbant, c'est le fait que de temps en temps, on voit des gens où de l'atrophie s'étale dans la partie traitée. Et ce n'est pas ça que l'on veut, hein. Ici, vous voyez, le premier patient à être traité dans le monde comme enfant. Je l'ai pris à Philadelphie où le traitement dans le temps a été effectué il y a plusieurs années. Et donc, vous voyez les zones plutôt jaunâtres, blanchâtres dans les différentes photos de son fond d'œil. Et vous voyez que la surface totale de la zone atrophique augmente avec le temps. Ce qui m'étonne et ce qui euh, me donne des soucis, en fait, c'est l'atrophie centrale. Je connais beaucoup plus d'autres personnes où il n'y a pas d'atrophie. Donc, ce n'est pas dans tous les cas, c'est en fait dans une minorité de cas. Qu'est-ce que ça veut dire, cette atrophie? Qu'est-ce qui est derrière comme mécanisme? Est-ce que c'est l'inflammation? Est-ce que là, en fait, on donne beaucoup trop de virus quand il y a trop peu de cellules? Parce que bien évidemment, un enfant de 6 ans est traité avec le même médicament que par exemple une personne qui a 45 ans, qui a beaucoup moins de cellules restantes. Donc là, en fait, la stoichiométrie, pour ceux qui connaissent la chimie, la stoichiométrie, c'est le rapport entre les cellules ici qui sont aciblées et de l'autre côté, le nombre de virus que l'on injecte n'est pas totalement en balance chez tous les patients, ça c'est clair. Donc il y a plusieurs choses à apprendre encore. Bon, je vais passer euh, par quelques diapos parce que ce n'est pas tellement important. On suit beaucoup de gens. On a suivi également les personnes et je vais vous montrer ici un vidéo. Donc, je vais décrire pour ceux qui voient mal l'écran. Du côté gauche, vous voyez deux vidéos. La même personne dans les quatre vidéos. Du côté gauche, la personne est en train de naviguer euh, une route d'obstacles avant le traitement. Du côté droit à gauche, on voit l'effet de donc, la navigation après un an. C'est le vidéo qui a été duplié donc, qui se trouve également à gauche dans la partie droite du diapo et à droite, vous voyez après 9 ans. Et vous voyez que quand même, cette personne, par exemple, est un bon exemple du fait que ça dure et ça dure et ça dure. L'efficacité du médicament est certainement là pour 9 ans, ce qui est tellement important, hein. Donc, bien évidemment, ça s'étale. Il faut étudier beaucoup sur ce qui nous donne cette atrophie, cette inflammation, et on est en train de faire tout cela. euh, je ne vais pas parler trop de tous les détails. J'ai, je pense, mentionné l'essentiel. C'est-à-dire que Voretigene neparvovec, qui est
le produit qui est dans le médicament Luxturna fonctionne et sauf scène, mais donne quand même des complications. Les complications d'inflammation dans une petite série de patients, d'atrophie des qualités ou perte de qualité de la rétine dans une petite partie, petit groupe de personnes, bien évidemment, n'est pas quelque chose qui est désirable. Et donc, il nous faut plus d'études sur ce qui est la cause exacte de ce qui se passe. Et bien évidemment, la seule chose que l'on est de quoi on est certain, c'est que sans thérapie, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que l'évolution de la pathologie rend la personne aveugle après quelques années. Et donc, avoir de l'atrophie, c'est un prix à payer peut-être avec une amélioration de fonction sans doute. Je vais juste passer par quelques diapos et je ne vais pas parler des détails, c'est juste pour moi des prothèses pour ma mémoire. Est-ce que le RPE65, dystrophie RPE65, est la seule à être traitée avec une thérapie génique? Non, du tout. On a traité, par exemple, l'amorose congénitale de Leber type 1, c'est-à-dire chronologiquement la première amorose congénitale de Leber a été décrite. Euh, RPE65, c'est le deuxième. Donc, Gucci 2D est le gène à la base de amorose congénitale de Leber type 1. On a une thérapie génique, on l'a testé. Pour ceux qui peuvent voir mon diapo, c'est le produit ou c'est la protéine en fuchsia, en eau dans mon diapo, qui est impliquée dans cette pathologie. Et donc, on a fait une étude. Ici, je ne vais pas entrer en détail. On a fait une étude où on a pu démontrer que le Gucci 2D, avec une thérapie génique comme celle de Luxturna, c'est-à-dire on utilise des virus qui peuvent porter, comme une petite camionnette FedEx ou Bipost, de petits gènes, ça fonctionne. Et on est en train de faire maintenant les préparations pour une deuxième étude qui va prouver suffisamment que ce produit fonctionne et qui va nous permettre de parler aux régulateurs, le FDA aux États-Unis, l'Agence médicale européenne en Europe, pour l'introduire sur le marché. Également pour le LCA4, donc l'ACL4, amorose congénitale de Leber 4, dû à des mutations dans le gène AIPL1, également la même chose. On a pu prouver que la thérapie génique est possible et faisable. Pour le LCA5, l'amorose congénitale de Leber type 5, le gène et la pathologie ont le même nom. Et donc, pour cela, des amis à moi, avec qui je travaille intensément, euh, à Philadelphie ont pu prouver récemment que, à nouveau, c'est une thérapie génique qui peut sauver la vision chez les personnes qui en souffrent. Bon, bonne chose. Je viens de vous parler, et ma dernière partie va juste vite se focuser sur d'autres choses, mais je viens de de parler euh, sur ou de gènes assez petits. De gènes assez petits qui peuvent se mettre dans la petite camionnette Bipost pour livrer euh, les choses que vous aviez commandées euh, aux cellules cibles. On a beaucoup de gènes qui sont assez grands, trop grands pour se mettre dans les virus, adénovirus associés, qui sont les petites camionnettes Bipost. Alors là, en fait, la maladie de Stargardt, la pathologie que je vois dans mes cliniques de maladies rares des yeux, comme la pathologie la plus fréquente. Gène est trop large, trop grand pour mettre ça dans la petite camionnette qui est l'adénovirus associé. Il y a le syndrome de Sher, c'est-à-dire des pathologies qui combinent une surdité avec une rétine pigmentaire, qui ont également des gènes très grands.
Est-ce que là, on n'a pas de technologie pour ces gens? Que oui. Et c'est de cela que je vais maintenant parler juste pour encore au max 10 minutes et puis on finalise. Il y a pour des gènes, de grands gènes, de différentes approches thérapeutiques que l'on peut utiliser. Je ne vais pas rentrer en détail ici. Je vais juste mentionner une chose. Par exemple, il y a encore une pathologie dans le groupe de pathologies amoroses congénitales de Leber, c'est-à-dire ne pas bien voir, ne pas voir dès la naissance. Il y a un gène qui s'appelle le CEP290, qui est le gène le plus fréquemment impliqué en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc, les pays du nord de l'Europe voient que le gène CEP290 est un gène fréquemment impliqué comme la cause d'une cécité rétinienne dès la naissance. C'est un grand gène. C'est un gène, quand même, qui donne une perte de vue sévère, mais toujours chez ces personnes se trouve, et pour les gens qui voient le diapo du côté gauche artificiellement coloré en bleu, on voit des cellules à cibler chez des personnes qui de temps en temps sont complètement aveugles. Mais on voit les cellules. C'est juste les cellules qui sont là, mais qui ne fonctionnent pas. Mais quand même, on a des cellules, donc on peut les cibler avec des thérapies. Le problème, c'est que le gène CEP290 est un grand gène. Autre chose, dans ce gène, il y a une mutation qui est très fréquente. La plupart des personnes belges et la plupart des personnes aux Pays-Bas et en Allemagne ont cette mutation spécifique, cette faute spécifique dans ce gène. Ça ouvre des possibilités. C'est en fait une faute qui provoque qu'une partie qui doit être excisée dans la maturation du gène avant de produire une protéine, que cette partie ne s'excise pas. Et ça reste dans le message final qui est qui est traduit en protéines. Et c'est ça qui perturbe le tout. Une protéine qui est produite n'est pas parfaite du tout, est jetée dans la poubelle. Et la personne qui a donc deux mauvaises copies, dont une est certainement cette mutation fréquente, ou de temps en temps les deux sont cette mutation fréquente, cette personne ne produit pas de protéines du tout. On peut injecter un petit produit, un, un petit molécule, une petite molécule ARN, qui est le stade entre ADN et protéines. Et cette petite molécule va se coller comme un velcro contre la zone de la faute. Et la machinerie de la cellule ne voit plus la faute et corrige en fait la production de protéines. Et la personne commence à voir beaucoup plus. C'est une chose que l'on fait ici à Gand, c'est en fait avec une injection d'un petit velcro d'ARN dans le gel de l'œil. Donc, non pas avec une opération en dessous de la rétine, on injecte, non. Ici, on injecte directement dans le gel chaque 6 mois. On a des résultats assez spectaculaires. Je ne vais pas entrer en détail, mais c'est en fait une alternative, c'est-à-dire on va influencer la façon dont est traduit le gène en protéines, c'est-à-dire on va stopper une faute d'avoir son effet avec un velcro d'ARN. Et c'est quelque chose qui peut s'appliquer également dans des pathologies comme les pathologies provoquées par le gène H2A. Donc pour le CEP290 et le gène H2A, on peut donc utiliser cette technologie. Ce sont deux gènes qui sont caractérisés par la présence d'une mutation fréquente. Et donc, on peut utiliser cette technologie. Ce sont deux grands gènes. Il ne faut pas mettre un nouveau gène. Il faut juste influencer comment le gène est traduit en protéines. Il y a d'autres approches pour des gènes qui sont grands. On peut dire, on va couper en deux le grand gène, on va mettre
une partie, la moitié dans un virus, l'autre moitié dans l'autre virus, et on va faire en colonne un transport vers la cellule cible. Et on va mettre les vis et une plaquette sur les deux moitiés et on va les viser ensemble. Comme ça, on a à nouveau un gène en total qui est plus large mais qui est apporté en deux pièces. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire au niveau ADN, au niveau ARN et au niveau de la protéine, on peut le faire. Donc les trois niveaux peuvent profiter d'une telle approche. Il y a une compagnie qui s'appelle Avantgarde Bio, Avantgarde Bio, qui est un spin-off de l'Université de Napoli aux États-Unis, pardon, en Italie. Et là, en fait, ils font cette approche pour le syndrome de Cher type 1B, avec le gène qui s'appelle myocétin. Et ils le font également pour la maladie Stargardt très prochainement. On va le faire ici à Gand avec eux également. Splice Bio, c'est une autre firme qui fait la même chose pour la pathologie maladie de Stargardt, à nouveau avec une même technologie, donc deux parties du gène qui s'apportent dans deux différents virus. Et donc, ça semble marcher extrêmement bien. Il y a eu même une troisième compagnie, VionGen Therapeutics, qui est chinoise-allemande, qui fait la même chose avec une technologie au niveau ARN et non pas ADN ou protéines, mais au niveau ARN, ça fonctionne également. Il y a une autre compagnie, Ascidian Therapeutics, qui est une firme américaine qui va dire, bon, un gène qui est grand, l'ABCA4 pour la maladie de Stargardt, est-ce qu'il faut remplacer les deux parties, le gène avec deux parties, ou est-ce qu'on peut garder, par exemple, une partie du sofa sur lequel vous avez par hasard mis un whisky, par exemple, et vous ne pouvez plus nettoyer ce sofa? Est-ce que vous ne pouvez pas couper en deux le sofa? Vous gardez la moitié qui n'est pas sale, vous jetez la partie qui est sale et vous combinez avec juste une moitié qui est à nouveau bonne, l'ancienne qui est encore bonne, et vous avez un sofa complet à nouveau. N'est-il pas possible? Là, en fait, la Cidian Therapeutics donne une seule copie ou un virus avec une moitié du gène, et on va combiner le gène, la partie du gène qui est bonne avec la nouvelle partie dans laquelle chez le patient se trouve la mutation. Et on va corriger comme ça. Donc une approche énormément innovante. Euh, c'est quelque chose que je prévois va s'appliquer également pour d'autres grands gènes. Ça fonctionne, c'est vraiment une chose hyper intéressante.